Je vous ai évoqué plus tôt la présence d'experts pour enrichir nos réflexions, et j'invite donc le professeur Sophie Swatton à me rejoindre sur scène. Bonjour. Alors je vous dis bonjour, mais c'est un peu pour de faux parce que nous on s'est vu tout à l'heure. Vous êtes philosophe, économiste, maître d'enseignement et de recherche en durabilité opérationnelle à l'Université de Lausanne. Vous êtes enseignante-chercheuse avec, ce que j'ai lu, une vision particulièrement engagée et pionnière. Et vous nous invitez à repenser nos pratiques pour tendre vers une écologie du soin. On en a discuté tout à l'heure. On a dit que la prise en charge thérapeutique, c'est pas suffisant. Ça englobe le prendre soin, ça englobe notre environnement. Et la question fondamentale que nous aborderons, si j'ai bien compris, est comment le soin traditionnellement centré sur l'individu peut-il s'élargir pour inclure le soin des écosystèmes, des ressources naturelles et de la planète elle-même. Je vous invite à votre intervention. Vous voulez que je vous amène une petite bouteille d'eau, peut-être ? Oui, alors la télécommande sur la table à droite. Oui, voilà. Alors, comme quoi je suis capable d'apprentissage parce qu'on m'a expliqué. Alors le vert, c'est vert, le rouge c'est arrière et ça c'est le laser. Si vous avez un laser, professeur Swatton, attention. Donc, je rappelle pour les questions ce que vous a dit Cathy tout à l'heure. Vous aurez donc un QR code. N'hésitez pas, on les fera donc à la fin. Et je suis un peu garant du temps parfois, donc je vais être un tout petit peu contrariante peut-être. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci aux organisatrices et aux organisateurs de m'accueillir dans les dignes respects qui ont été annoncés de la tradition lilloise et du Nord. Donc, j'en suis très touchée et très honorée. Donc, merci infiniment. N'hésitez pas à me dire pour le temps aussi, un signal ou tous les quarts d'heure ou 3 quarts d'heure, c'est parfait. Et puis de rester dans les temps, c'est des périodes de cours. Donc je vais être une horloge suisse pour m'arrêter à temps. Donc voilà, merci infiniment. Donc je voulais vous parler effectivement aujourd'hui, j'ai été invitée à discuter, échanger avec vous, non pas en tant qu'experte, mais... ou peut-être experte, je ne sais pas si le terme est valable, mais en tant que partenaire pour échanger, converser ensemble sur cette écologie du soin. Alors, rien que sur les termes, j'aime bien parler aussi dans les enjeux de présentation. Je suis philosophe de formation, ce qui fait que on pourrait rester juste 45 minutes sur le titre, qui m'a aussi questionné, pour poser des questions, peut-être pas forcément toujours répondre, mais en tout cas en poser. Et on l'a vu, j'aimerais beaucoup y revenir tout à l'heure, ça m'a beaucoup touchée cette vidéo des enfants parce que j'y reviendrai dans des pistes d'échange parce qu'il y a à peu près, il y a tout visuellement, auditivement, les paroles de la chanson. Merci de nous avoir invités à être attentifs à ces questions. Donc je vais rester dans le cadre, sinon je repartirai rien que sur la vidéo. Sont extrêmement touchantes parce qu'on a une vision vraiment globale de ce que pourrait être une écologie du soin. Donc déjà sur les mots, j'aimerais amener des précisions parce que c'est vrai que vers une écologie du soin, écologie, qu'est-ce qu'on entend ? On disait que certains termes pouvaient être malmenés, le CESE pouvait être malmené, mais l'écologie aussi. L'écologie, qu'est-ce qu'on entend ? Souvent, on entend parler d'écologie punitive, une écologie dans laquelle ça serait interdire beaucoup de choses, de sobriété poussée, d'écoterrorisme également, donc une écologie perçue dans un angle de s'interdire de limitation qui n'est pas toujours extrêmement joyeuse, on a envie de dire. On n'est pas dans une éthique spinoziste de la joie ou dans une nature naturante qui donne envie d'aller vers. Donc le terme écologie lui-même peut poser question. On parle aussi souvent en écologie politique, qui est aussi de ce mouvement politique arrivé dans les années 60, d'écologie intégrale, un peu plus radicale. Et dans le terme d'écologie, on voit arriver aussi la durabilité. De quoi on parle ? Est-ce qu'elle est faible ? Est-ce qu'elle est forte ? Donc, qu'est-ce qu'on entend par écologie, en fait ? Voilà. Est-ce que c'est la terre ? Est-ce que c'est la nature ? Est-ce que ce sont des pratiques, des mesures, des dispositions ? Donc, c'est très large. Associé au soin, rien que sur les termes, le soin, on a entendu parler du care. Vous êtes, vous, des experts du care ? Vous êtes des experts du care, des expertes du care. Le soin,
ne pas tomber non plus dans le côté du soin ou du maternage, ou dans des interprétations qui ont pu être utilisées par les détracteurs du care et des travaux je pense à Carol Gilligan notamment dans les années 80, qui va parler essayer de promouvoir cette éthique aussi du care, de ne pas tomber dans du maternage, ou quelque chose réservé aux femmes, ou une éthique féminine qui serait réservée, paternelle non plus. Donc qu'est-ce que ce serait ? C'est important aussi de pouvoir avoir cette dimension globale et pas séquencée. Ça va être un peu le fil rouge de la discussion et de la présentation, pour comment arriver à cette vision globale sans tomber dans des silos. Donc le soin, ok, qu'est-ce que c'est ? Donc le care, est-ce qu'on est dans cette approche qui a pu être permise par ces premiers travaux pionniers, plongés aujourd'hui, avec la professeure aussi Fleury, je parle sous contrôle, on verra les fondamentaux du soin plus tard. C'est prendre soin d'autrui, mais c'est aussi prendre soin de la relation à autrui. Donc il y a aussi cette dimension de vulnérabilité et de prendre soin de la relation aux autres et aussi aux vivants. C'est ça qui est intéressant, qui moi en tout cas m'intéresse dans le terme de soin, sans être experte, mais de ce côté-là du soin et du care. Et puis on a d'autres travaux sur le care aussi, je pense à la philosophe américaine Joan Tronto, qui parle aussi de 4 différentes étapes dans la mise en place du care. Donc il y a identifié bien sûr les personnes qui ont besoin de soins, de trouver une réponse adaptée aux soins, mais qui ne soit pas que monétaire non plus, qui ne soit pas que matériel, vous l'avez très bien présenté. Ce n'est pas juste de donner un soin, mais c'est aussi de recevoir un soin. Receiving care, d'être en capacité de le recevoir par les personnes, par ces enfants qui reçoivent un soin et d'autres. Comment est-ce qu'on reçoit le soin ? Et pour ensuite, la dernière étape, c'est l'évaluer, faire un retour du soin qui est donné. Et donc, ce qui va m'intéresser dans l'association des deux mots, et je resterai dans les 45 minutes, vous voyez, sinon on est tout le temps dedans, mais c'est important pour moi d'être au clair, prendre du temps sur les concepts, qu'on soit au clair, c'est quand on va articuler ces concepts de soin et de care, de voir que si on peut, chacun des deux, le soin d'un côté, le soin et care, l'écologie de l'autre, chacun les saucissonner, les dissocier en différentes définitions. Ce qui va m'intéresser, c'est l'adjonction des deux. Dans cette très joli logo, on pourrait rester des heures aussi sur le logo avec la main tendue, l'écologie du soin. Qu'elle accueille au soin dans une dimension de cercle, et non pas dans une logique de domination, de rapport bottom-up plutôt, non pas des rapports top-down, descendants, mais des rapports de cercle, dans un cercle, tout le monde est à la bonne place. Et là, on voit que c'est nouveau, c'est que les bénéficiaires de l'aide deviennent aussi à part entière des acteurs et des actrices du soin. Alors, la question qui se pose, c'est de quel dispositif en fait, d'encadrement innovant, et non pas dans la répétition, est-ce qu'on a besoin nous-mêmes pour pouvoir être dans cette logique d'une écologie du soin ? Je n'ai pas la réponse toute faite, forcément. Parce que l'un des risques pourrait être de tomber dans un kit fourni, avec toutes des dimensions clés en main que je ne serais pas capable de vous donner, et qui font qu'on pourrait aussi arriver à du care washing, comme on a du greenwashing ou du social washing. Donc comment est-ce qu'on peut avoir à la fois un cadre suffisamment flexible et souple pour permettre du cas par cas avec de l'orfèvrerie dans les déclinaisons des millefeuilles aussi qu'on connaît administratifs, mais aussi dans les millefeuilles de vie. Alors, je propose dans cette communication d'avoir 2 mouvements. Le premier, c'est d'être au clair aussi par rapport à une partie, j'ai envie de dire, beaucoup plus objective, de quoi on parle, des éléments de définition, par rapport à cette notion d'écologie, mais par rapport au défi, j'ai la mauvaise part de devoir vous rappeler quand même un petit peu de quoi on parle, sachant que l'écologie n'est pas une opinion, c'est un fait, et qu'on va s'appuyer sur des travaux qui amènent à des constats. Donc l'idée, c'est de comprendre, c'est surtout pas de déprimer ou d'ajouter encore à ce qui existe, mais de comprendre les éléments de la mise en perspective pour voir comment l'écologie peut s'ajouter aux soins et comment peut-être arriver dans un deuxième temps à vous proposer les hypothèses sur lesquelles je travaille, pas toute seule, mais avec d'autres, et des pistes de recherche-action, des pistes seulement. On n'est pas aussi abouti que ce que vous pouvez vous en être, mais d'essayer de travailler ensemble sur des synergies et une manière de traiter et d'aborder des personnes en difficulté, toujours dans cette logique de cercle, de recevoir un soin, de pouvoir l'évaluer, avec aussi des approches qui peuvent exister
dans d'autres cultures, qui sont des cultures qui existaient aussi dans notre tradition occidentale avant l'avènement du réductionnisme philosophique et de la modernité, et que nous redécouvrons aussi dans un nouveau paradigme philosophique en cours d'émergence. Voilà tout très simplement, sur une base concrète, la manière dont j'aimerais pouvoir converser aussi avec vous dans des pratiques d'interaction. Alors, éléments de définition et constat, nous sommes très dépendants, nous sommes en addiction, nous sommes dans une société malade, pas toujours consciente de l'être, mais de notre propre addiction aux énergies fossiles. Tout dépend aujourd'hui de la croissance. 80% de ce qui est extrait va être réutilisé. Nos habits, notre technologie, la manière dont on consomme, la manière dont on échange, tout est basé sur une société extractiviste. Alors vous dites, mais quel rapport avec le soin ? Il est fondamental. C'est-à-dire, grosso modo, mais j'avance déjà, en résumé, ce qu'on fait à la Terre, souvent est lié aussi à ce qu'on peut faire aux femmes, aux autres êtres humains, à soi-même. Donc on arrive dans la modernité à une déconnexion entre les individus, entre l'être humain et entre le vivant en général, entre le vivant plus large. Alors je vais un peu vite, donc avant on va le prendre par définition. Morceau par morceau. La finitude des ressources. Blessure narcissique, dirait Freud, avec la psychanalyse, la psychothérapie, la découverte que le moi n'est peut-être pas maître dans sa maison, mais nous avons découvert la finitude de nos ressources. Nous ne sommes plus, comme on le croyait, en économie, avec les classiques, au 19e et bien avant, dans un monde infini. Donc nos ressources sont limitées. Aujourd'hui, évidemment, vous avez quelques échantillons de ces émissions de CO2, on parle toujours de ça, de réchauffement climatique bien évidemment, mais qui n'a pas de sens sans la prise en compte de la biodiversité, qui n'a elle-même pas de sens sans la prise en compte également de la pollution des sols, l'artificialisation des sols, la déforestation, pas simplement chez nous, mais un peu partout ailleurs. Donc, sur fond de disparité sociale, ces données alarmantes sur lesquelles on part, je vous donne un exemple qui est souvent cité en écologie politique, notamment donc dans ce qu'on entend par un courant un peu d'écologie radicale un peu plus large, c'est cette photo qui montre la mer d'Aral complètement asséchée en l'espace de 50 ans. Une cinquantaine d'années dans l'ex-URSS, donc en Russie, par une production intensive de coton. Cette production intensive de coton a drainé une pression immense sur l'eau au point d'assécher cette mer. Et créant en plus au niveau de la santé un transport très toxique de résidus, de toxines qui s'évaporent, donc créant également pas simplement un assèchement esthétique, environnemental, avec des questions légitimes qui peuvent se poser, mais également un lien direct aussi avec la santé des habitants autour et la santé de notre propre système. Donc, vous connaissez donc les rapports du GIEC dont on entend souvent parler. On parle maintenant de 9 limites planétaires, dont 6 sont aujourd'hui dépassées. En tant qu'enseignante, j'y reviendrai dans la deuxième partie, parce que là, on est dans les faits, dans l'objectivité, mais je suis quand même une personne, émotionnellement, aussi. On a entendu parler des émotions avec les enfants. Les étudiants, les jeunes enfants ont aussi des émotions. Et rien que de vous montrer ça, c'est pas très agréable, ni pour vous, ni pour moi. Et ça, c'est des données qui sont importantes à prendre en compte dans une écologie du soin. Comment on prend soin de nos étudiants ? Comment on prend soin de nos professeurs aussi ? Comment je vais éviter d'en envoyer en psychiatrie encore plus que d'usage. Mais là, ce qu'on annonce là n'est pas agréable. Mais je suis obligée de passer par là pour vous en venir après sur des pistes de recherche concrètes et des choses un peu plus réjouissantes sur comment renouveler aussi la manière d'enseigner. Donc, malheureusement, les choses ne s'arrangent pas et à consommation constante, c'est-à-dire si on continue dans la manière dont on est produit, on consomme et on attend toujours plus de cette croissance, on aura encore plus d'inondations. On le voit avec Valence aujourd'hui, on le voit, pas besoin d'allumer la télé pour voir l'ampleur aussi des catastrophes, mais avec donc des risques aussi, il y a des pluies acides. J'aurais pu rajouter aujourd'hui toutes les nouvelles découvertes scientifiques sur la chaleur humide, qui fait qu'à partir d'une certaine température,
Il n'y a plus d'évaporation possible, plus de transpiration, qui fait que les personnes au-delà de 45 degrés, et avec même dans l'Est aussi, j'ai entendu parler de la Franche-Comté, des températures très fortes peuvent aussi créer un problème au niveau des populations, des jeunes, des femmes enceintes, des femmes, et puis des personnes plus âgées. Voilà. Et puis au niveau politique, des risques de tension, puisque non seulement on parle souvent de réfugiés politiques, mais on risque de voir arriver des tensions avec des réfugiés climatiques affluents de part et d'autre du territoire, avec des zones d'habitabilité de la terre de plus en plus réduites, si on prend en compte le retrait d'1 mètre par an, à cause de l'élèvement des eaux aussi, de l'habitabilité sur les côtes. Alors j'avance, vous imaginez, ouais, j'ai déjà envie d'avancer encore plus vite. Donc j'ai envie de dire qu'à cette crise, alors j'aime pas le mot de crise, mais c'est un petit peu celui d'usage de crise qui en chinois veut dire aussi opportunité, donc on essaiera de le prendre dans ce sens-là. À cette crise écologique s'ajoute une crise sociale, avec aujourd'hui des inégalités extrêmement marquées à l'intérieur des pays développés, mais également entre pays, où les populations du Sud sont celles aussi qui participent le moins au réchauffement climatique, mais qui en ont le plus souvent les effets. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ça sera important, vous le verrez, dans les recherches-actions que j'essaie de développer sur des parallèles, non pas pour opposer Est-Ouest non plus, pas pour faire des silos supplémentaires, mais dans une approche régénérée d'un dialogue aussi interculturel et d'échange de pratiques et de savoir, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais qui me semble extrêmement puissant et intéressant dans des pistes de recherche ultérieures associant savoirs ancestraux et savoirs modernes. Comment est-ce qu'on refait dialoguer différentes techniques? Et évidemment, depuis le Covid-19, une crise sanitaire avec des dégradations de la santé, toutes les publications que vous devez connaître encore bien mieux que moi sur les rapports One Health et cette manière d'appréhender la santé physique de la Terre, notre santé territoriale, santé mentale et puis santé sociétale. Que ce que nous faisons avec toutes nos zones, enfin toutes ces maladies, on avait parlé beaucoup du pangolin à l'époque, on parle de l'écureuil aussi aujourd'hui avec les cas de variole, donc de montrer que en s'étendant, en repoussant l'habitat et les zones d'habitation aussi humaines, cela crée une destruction aussi des écosystèmes, des forêts, des arbres, qui font que les animaux comme les écureuils sont plus proches de nous dans ces contacts, comme les fondements de la biodiversité, et de fait ne sommes plus protégés par cette biodiversité de certains virus, de certaines contaminations qui font qu'il y a un lien direct dans les maladies. Donc, l'idée, c'est de dire qu'il y a important, c'est pour ça que j'ai mis triple niveau, d'action, reconnue d'ailleurs par l'Organisation mondiale de la santé, disant qu'il est important de prendre en compte une santé physique, mais également mentale et sociale. Donc le maladie, dans une approche globale, pas simplement d'extraire quelque chose une fois que les dégâts sont faits, mais peut-être de réfléchir en amont à de la prévention. Parce que quand je vous mets là les dégâts attendus, c'est qu'on s'y attend. Donc la question se pose de savoir est-ce qu'il faut attendre que ça arrive et réagir une fois que les dégâts sont là, ou est-ce qu'il n'y a pas une manière déjà de mettre en œuvre un aspect préventif qui nous permette d'anticiper et ne pas subir des effets. Donc dans une écologie du soin, si on doit identifier les publics, identifier les besoins, trouver un remède adapté, recevoir le soin et l'évaluer, est-ce qu'il ne faudrait pas, sur l'évaluation du soin qui arrive normalement à la fin, la remettre sur évaluation des conséquences aujourd'hui pour les intégrer et discuter également avec les publics cibles, dont les jeunes, qui, j'en reparlerai tout à l'heure, mais qui effectivement aujourd'hui s'ajoutent dans les articles, dans les enquêtes, avec des phénomènes d'éco-anxiété, d'éco-dépression. C'est un nouveau terme qui est apparu dans les publics des personnes en consultation dans les cabinets de psychologiques et thérapeutiques qui souffrent de cette angoisse face à un avenir incertain et angoissant au niveau écologique et dont il faut encore plus prendre soin. Donc je résumerai en disant prendre soin de la Terre pour prendre soin de soi. Ce serait un petit peu la thèse sous-jacente à cette approche. Alors, le problème, dans une deuxième partie, je dirais, le problème, là, il y aura une solution, mais j'explique tout de suite qu'en fait, le souci, c'est qu'on a besoin de sortir des réponses traditionnelles, mais on nous colle le nez dedans. Voilà, pour le dire un peu de formule ramassée. On aimerait en sortir
Vous savez, c'est comme en neurosciences, mais on n'arrive pas. On veut s'arrêter de fumer, mais on ne peut pas. On veut arrêter de manger des aliments qui nous font du mal, mais on ne peut pas. Ce n'est pas une question de bien ou mal. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question kantienne avec les mains propres, mais on n'a pas de mains, dirait Nietzsche de la morale kantienne. C'est une question neurologique même, une capacité de sortir des boucles autoférentielles pour faire un pas de côté. C'est comment arriver à ne pas continuer à attendre systématiquement une réponse uniquement technologique. Réponse technologique, c'est une approche de l'écologie version durabilité faible. Ne vous inquiétez pas, Elon Musk nous prépare une solution et nous serons 7 milliards à partir sur Mars. Voilà. Peut-être 10 milliards. C'est ça, le solutionnisme. Pourquoi pas? Je ne suis pas sûre d'avoir les moyens qu'on puisse tous partir sur Mars. Et pour faire quoi? Une tente, pas se relever, et sans arbres et sans eau. Donc voilà, vous avez cette approche un peu caricaturelle. Et puis de l'autre côté, des imaginaires, malheureusement souvent très effondrement dans des scénarios avec du survivalisme où est encore amorcée une lutte des individus et moins de la coopération en fait, moins d'économie symbiotique, moins de relations dans lesquelles on est dans ce cercle en fait, non plus dans une pyramide. Et des solutions qui peuvent déprimer, vous dire qu'on va tous mourir, qu'à 50 degrés on va suffoquer, que les plantes auront un stress hydrique, qu'on va moins manger, qu'il y aura des famines, c'est pas réjouissant, ça donne qu'une envie. Prends le violon, là, un peu de saxo, de jouer, de penser à autre chose. Alors oui, la musique va être importante. Comment est-ce qu'on peut faire ce pas de côté pour créer des solutions qui nous permettent de sortir, en fait, d'un résultat médicamenteux? Vous voyez, on attend l'outil clé en main. On attend la bonne solution. Qu'est-ce qui va m'enlever mon symptôme? Cette société, elle est malade de nos excès. Mais la technologie est un médicament rapide qui refuse de voir l'origine de la maladie, qui est d'ordre ontologique, qui est l'ordre philosophique de notre relation aux vivants, aux autres, aux soins. Elle est là la solution, c'est de retourner à l'origine en fait du soin, philosophiquement parlant, l'origine de notre relation aux vivants. Comment on repense ce soin? Et sans ça, ça sera extrêmement difficile de sortir des solutions technologiques toutes faites. Donc, voilà, comment réapprendre en écologie? Alors, vous avez la question inverse, hein. Dans le soin, l'écologie, ben moi je le repose, c'est comment appréhender en écologie la dimension du soin et la portée. Alors, vous voyez que c'est, je ne sais pas qui est l'expert, mais moi j'ai besoin de vous, et c'est comment on noue aussi ce dialogue et cette relation dans un échange constructif. Alors, c'est là où, personnellement, dans les engagements et dans ce que j'ai pu mettre en place et mettre en œuvre avec des partenaires, des collaborations, des communes, des régions, des territoires, dont la région Île-de-France et le territoire lillois spécifiquement, c'est de dire qu'encore une fois, au niveau de l'écologie, on doit être dans multiniveau. Redéfinir le sens de sa vie, c'est-à-dire se dire mais de quoi on a envie au fond, juste. Est-ce qu'on a envie d'attendre les bras croisés ou est-ce qu'on a envie de se prendre en main? Vous voyez, cette idée de re-responsabilité. Pour sortir, et dans les études psychologiques au niveau des enfants, la réponse est très claire aussi, c'est quand les parents s'engagent, ont des solutions, les enfants sortent de l'éco-anxiété. Donc le fait de l'action concrète, non pas juste parler, c'était le thème précédemment, pour faire le lien aussi avant, avec votre précédent colloque et thématique, c'est l'action. Les pistes d'action concrètes vont aider. Donc il ne s'agit pas d'être dans une philosophie, c'est Agatha Zielinski qui parle de sagesse pratique, on n'est pas dans une disposition juste virtuelle d'une sagesse désincarnée, mais dans un passage à la praxis. Et donc, l'idée serait de se dire, voilà, on n'a pas de plan B, donc Monsieur Musk, Tesla et compagnie, très bien, mais pour l'instant, on est sur Terre, on est là et on a envie d'y rester. Donc, comment faire pour redévelopper, en fait, un imaginaire terrien au service du vivant, dont la base soit cette écologie intérieure. Comment, à partir de soi, Gandhi qui disait, hein, devenez vous-même le changement que vous voulez voir à l'extérieur. Mais comment on le fait? Sans donner des leçons, sans être angoissant, sans être moralisateur, en étant joyeux et en ayant, je dirais, ces poupées russes de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, avec mon collègue Dominique Bourg, philosophe aussi, avec lequel nous avons fait un livre ensemble à 4 mains qui s'appelait Primauté du vivant. Ce qu'on a pu mettre en avant, c'était de montrer qu'il y avait comme une nouvelle porosité des mondes, en fait, et de montrer qu'on revient aujourd'hui, notamment dans les savoirs ancestraux, dans les savoirs modernes, à une validation, à une émergence dans la science moderne
d'une manière de voir différemment les plantes, les arbres, les connexions qui nous lient entre les êtres humains. Les plantes ont une sensibilité qui a été prouvée par des travaux d'Ernst Zürcher, notamment, compatriote suisse, je ne sais pas si vous le connaissez aussi, dans tous ces travaux, des publications dans Nature, sur la manière dont les arbres communiquent par le mycélium, dont la manière dont on peut avoir aussi de l'agroforesterie, des jardins-forêts, etc. Voilà. Donc on voit qu'il y a un nouveau paradigme d'émergence où on n'est plus dans ce réductionnisme philosophique de l'homme, être humain coupé de la nature dans des rapports de domination, mais dans des rapports un peu plus circulaires de porosité des mondes qui s'enchevêtrent. Alors pour ma part, voilà, ce que je vois dans tout ce qui est écologie et transition intérieure, c'est de dire que souvent les niveaux jusqu'ici se renvoient différemment. Les dimensions écologiques, les dimensions politiques, énergétiques qui sont importantes sont saucissonnées et on a l'impression qu'il faut à chaque fois atteindre un palier avant d'arriver à un autre. Voilà idéalement ce qui serait magnifique de faire. C'est plutôt que de séquencer, partir d'un diagnostic de quoi j'ai besoin, quel est le sens de mon travail, quel est le care, quelle est cette manière dont je peux prendre en compte mes dispositions, mes aptitudes, ce que j'ai envie de faire, pour le mettre au service de l'entreprise dans laquelle je travaille, du territoire dans lequel je vis, me relier aux autres. Et cette dimension-là, écologique du soin, est fondamentale pour pouvoir se lier et faire le sens dans les différents niveaux qui sont aujourd'hui demandés dans les transitions. Alors, Rob Hopkins et tout le mouvement qui a été très présent dans votre région ici, pour laquelle normalement je viens, j'ai essayé de faire le lien, normalement je suis venue plusieurs fois à Lille, mais c'était dans le cadre du revenu de transition écologique, dans le cadre des coopératives de transition écologique, qui permettent de mettre à jour des nouveaux métiers de la transition. Et dans ces nouveaux métiers, on ne parle pas assez des métiers du soin. Souvent, quand on entend parler d'écologie, on va dire il faut plus de permaculteurs. Permaculture, très intéressante, la philosophie de la permaculture. Mais on va parler de rénover des bâtiments énergétiques. On va être dans des dimensions solutionnistes ou alors très ciblées sur la mobilité, sur le déplacement. Mais on oublie les métiers du soin. Or, les métiers du soin sont essentiels dans une démarche de partir de soi vers l'extérieur, vers une relation aux autres, aux vivants et à la Terre. Alors, je ne sais pas de combien de temps il me reste très exactement. Il vous reste encore un bon 2 minutes. 20 minutes, parfait. Parfait. Alors, si ça vous va, je suis passée. Est-ce que ça vous va comme ça ? Je souhaiterais vous parler d'une recherche-action que je suis en train de mener. Donc, il n'y a pas encore des chiffres, il y aura une image, comme vous voyez, une très belle image, voilà, de permaculture, jardin partagé de rien, de recontact, dans laquelle on essaie de mettre en œuvre cette conversation entre des praticiens du soin et une philosophie recouvrée des origines en prise avec ce nouveau paradigme d'émergence de l'écologie, d'une écologie renouvelée. Alors, j'ai été invitée il y a quelques mois, sur la base des travaux que je mène, bien sûr, dans ce paradigme de civilisation, d'expertes en écologie, à répondre à la question suivante en tant que philosophe. Est-ce que la médecine, est-ce que les soignants, dont en Suisse la qualification n'est pas tout à fait la même qu'en France, on peut être psychiatre et psychothérapeute, on peut avoir une approche déjà plus facilement de médecine intégrative. Et donc la question qui m'a été posée par un médecin psychiatre qui souhaitait introduire des formations avec des soignants et pour des médecins, c'était de dire, est-ce que cela fait sens, en psychiatrie, en médecine en général, de revenir aux origines de notre discipline ? C'est quoi à la base la médecine ? Est-ce que ça fait sens d'un point de vue philosophique ? Alors la philosophie, qui est un peu qui se prend pour la mère des sciences, qui est un petit peu quelque part, mais il y a toujours cette côté de réponse que ça englobe différents savoirs. La réponse que je pouvais donner était de dire oui, il existe toute une tradition, notamment conceptualisée aussi par le philosophe Canguilhem, qui parle du normal et du pathologique, pour essayer d'avoir une vision de la médecine qui ne soit pas simplement d'extraire ou de soigner par un médicament, de faire taire la maladie à un niveau simplement physique, mais d'être dans une approche de retrouver l'origine,
la globalité, dans une approche générale, au sens où la maladie, et on retrouve des traces dans le langage populaire, va nous dire quelque chose du diagnostic de la personne et de la manière dont la personne se situe dans le soin, dans un environnement donné, dans une sphère donnée. Et ce faisant, je suis partie des populations avec lesquelles je travaille, des personnes avec lesquelles je travaille et que je rencontre, donc en tant que philosophe, en tant que directrice de collection pour les presses universitaires françaises, la collection Nouvelle Terre qu'on a lancée avec Dominique Bourg, où j'ai la chance de rencontrer des peuples racines, des peuples premiers, qui eux-mêmes ont été coupés de leurs racines. Donc dans les publics que je rencontre, je vais les résumer à 4 publics. Il y a des étudiants, des enfants, des jeunes éco-anxieux, extrêmement stressés par la souffrance qu'ils peuvent percevoir des données qu'on leur donne, vous imaginez, dans un master en durabilité. On est obligé de partir de ces données très réjouissantes dans leur avenir en leur demandant de choisir une formation, sachant qu'ils ont du pain sur la planche. Dans les deuxièmes types de personnes que j'ai pu rencontrer, qui sont au quotidien, c'est des peuples racines qui, comme un peuple notamment en Colombie, qui était considéré comme un des peuples les plus joyeux, se voit aujourd'hui, c'est pas très réjouissant avec les élections en cours américaines, brésiliennes, coupés de leur forêt. Il y a une déforestation massive qui veut dire que des peuples qui étaient très joyeux se retrouvent aujourd'hui à être dépossédés de leur manière de vivre, de leurs pratiques ancestrales et deviennent dépressifs. Dépression est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Mais on trouve donc chez eux des pathologies mentales qui n'existaient pas, qui sont maintenant, qui font partie de leur quotidien, jusqu'à avoir des taux de suicide qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et on verra pourquoi. Leur vision n'était absolument pas la même, sans être dans une approche de mieux ou pas bien, mais une approche différente. On a également affaire aujourd'hui à des soignants qui ne vont pas bien, qui ont été dévalorisés. Depuis la crise du Covid, c'est une catastrophe, mais des soignants qui ne vont pas bien et qui aimeraient pouvoir être pris en charge et pouvoir aussi déposer sur un public de plus en plus nombreux, face auquel ils n'ont pas des outils de compétences nécessaires et face auxquels les réponses traditionnelles d'un traitement médicamenteux ne suffisent pas. Alors ensuite, il y a beaucoup de renouveau aussi, la psychiatrie psychédélique, il y a des constellations, il y a pas mal d'approches aussi du talk, walk and talk, de cette idée d'aller un peu plus dehors dans les jardins, voilà, de reconnecter un peu des pratiques, mais il y a cette souffrance des thérapeutes énorme. Et puis enfin, il y a une nouvelle aussi catégorie de personnes qui sont un peu sous ce couvert d'écologie à la première personne, d'expériences non ordinaires de conscience. Donc des personnes dans lesquelles qui ont pu vivre une expérience de mort imminente, par exemple. Énormément de personnes qui ont vécu à la manière d'un choc, des expériences de réalité très différentes de ce qu'on peut voir, et dans lesquelles elles ont pu expérimenter des choses très bizarres d'amour inconditionnel, de perception d'une autre forme de réalité dans lequel elles ont vu, sans psychotrope forcément, sans avoir bu, sans avoir fait le festival de la bière, mais elles ont vu les images où une connexion montrait de ces relations dans le vivant, entre la pierre, le végétal, la plante qui enseigne, et comme, alors on le voit en permaculture aussi avec différents niveaux d'action, mais comme des interactions des différents mondes en se sentant vulnérables mais reliés au vivant, avec une nature qui enseigne, donc dans un cercle plus général. Alors la question qui se pose avec ces personnes, c'est de savoir, est-ce qu'on est dans des cas en prise avec quelque chose d'autre, mais dans ces cas-là, comment les prendre en compte ? Ou est-ce qu'on est dans des personnes qui ont subi aussi des abus, il y en a aussi beaucoup, et qui sont dans des logiques de distanciation où le cerveau peut aussi s'échapper pour vivre d'autres choses en mode de survie, pour échapper à une violence physique, psychologique qui est faite au corps physique. Donc comment est-ce qu'on va aussi prendre en compte pour pouvoir dissocier et apporter des réponses adaptées pour savoir à quoi on a affaire exactement ? Est-ce que c'est dans l'imagination ? Est-ce que ça s'est réellement produit ? Est-ce que c'est important de faire la différence ? Ou est-ce que le statut de la métaphore suffit pour aller dans leur dimension ? Donc voilà, grosso modo, vous direz c'est quand même très différent, et vous avez raison, c'est pour ça que je ne fais pas plus de slides, parce que c'est en cours, des publics différents de personnes qui sont en souffrance, mais qui nous ont amené à proposer une hypothèse. C'est qu'une hypothèse, c'est tout petit, c'est humble, c'est humilité, c'est la terre, c'est la reconnexion. C'est de se dire qu'en fait, le point commun, c'est que ce sont des personnes qui ont perdu la reconnexion à elles-mêmes et la reconnexion à la terre, à la nature. Donc on n'est pas
dans la vision d'une terre sur pont blanc, d'une nature extérieure, mais l'hypothèse de recherche en discutant, notamment avec les peuples racines, c'est de dire, voilà, ce qu'on apprend nous, ce qu'on nous a transmis et que nous perdons, c'est cette idée de l'écoute intérieure, dans laquelle l'intérieur et l'extérieur sont en résonance. Et que pour prendre soin de soi, on doit prendre soin des arbres, on doit prendre soin de la terre. On n'est pas dans une logique de distanciation, de réductionnisme philosophique, d'animal-machine cartésien, mais dans l'idée, au contraire, de se dire comment, en fait, la maladie, je ne vais pas la percevoir comme devant prendre un médicament, juste un antidépresseur pour l'évacuer, mais de se dire, je résume, hein, mais comment je vais l'écouter? Dire que quand je vois telle personne, je suis stressée, ou l'idée même d'une constellation familiale m'angoisse. Qui je vais avoir en face? Qu'est-ce que le trouble me dit? Pourquoi j'ai mal au ventre? Pourquoi j'ai des boutons? Quand on dit on me donne des boutons, j'ai mal au dos, j'ai mal à la nuque, j'ai des sueurs froides. On l'a vu dans le traumatisme des femmes vietnamiennes qui à un moment donné étaient atteintes de cécité. On les a obligées à avoir des atrocités de crimes commis. Ces femmes n'arrivent plus à voir. Donc comment est-ce qu'on met en fait, et vous voyez où je veux en venir, c'est qu'en fait, par un étonnant retournement de situation, on arrive à voir autour d'un même cercle, et là je pense aussi en Suisse à l'ethnopsychiatrie qui a aussi été amenée, de comprendre, avec deux types de savoirs, une manière de faire dont les gens arrivent avec des symptômes, on pourrait les cataloguer de complètement fous, comme dans l'anthropologie, qui a aussi évolué. Et quand les Blancs allaient voir des peuples racines et pensaient que les chamans étaient fous, c'est parce qu'on interprétait. Et au fur et à mesure que la discipline a évolué, on s'est dit que non, le chaman n'était peut-être pas si fou, mais qu'en fait, peut-être qu'il y avait des états de transe, peut-être qu'il voyait des choses ou peut-être que le placebo, dans la manière du soin, n'était pas si idiote et qu'il y avait peut-être des éléments à prendre. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire d'amener autour de la table des personnes qui vont avoir des troubles similaires de dépression, d'abus sexuels, de traumatisme, de troubles anxieux, et qui en fait renvoient pour les uns, et donc peut-être pour les autres, à tester, de leur dire d'une déconnexion de leurs racines, comme un arbre, profonde. De se dire, mon peuple a été coupé, je ne peux plus me recueillir. Il n'y a pas de temple là-bas, pas d'église, pas de mosquée. L'idée, c'est de dire, nous, notre université, c'est la forêt, c'est la nature qui enseigne. Les arbres de pluie, aujourd'hui, on sait, la science sait depuis 10 ans, que ce qu'ils appellent joliment les arbres de pluie font pleuvoir, avec un taux d'humidité, des interactions entre les arbres et l'environnement extérieur, avec les oiseaux. Donc il y a quoi cette écoute? Dans cette idée de l'écologie du soin, c'est comment je m'écoute moi, et je prends ma maladie, non pas juste comme un symptôme à éradiquer, mais comme un signe. La notion de signe est importante, comme un langage, comme un élément qui va m'aider, moi-même en tant que patient, en tant qu'enfant, à me soigner avec l'aide d'un thérapeute qui va être alerté de ça pour m'aider à appuyer sur le bouton, mais pour m'aider à retrouver ce cercle intérieur, de cette reconnexion à moi-même, pour que je puisse me reconnecter à l'environnement. Et l'exemple, le plus bel exemple que je puisse vous donner, très concret, qui fait écho à cette vidéo qui m'a beaucoup touchée, c'est un des auteurs pour la collection Nouvelle Terre que j'ai rencontré, qui aujourd'hui fait partie de ce protocole que je ne peux pas encore vous présenter, mais qui a suffisamment avancé, puisqu'on a eu quelques formations, pour que je puisse vous en parler, avec une publication d'un livre qu'il a fait il y a 2 ans pour Nouvelle Terre, qui s'appelle « Le son tiré des cendres ». C'est un natif américain au Canada, la tribu des Fishing Lake, Wayne Snellgrove, qui fait partie de cette génération des enfants des années 60 dans les pensionnats canadiens, qui ont été arrachés dans les réserves indiennes à la naissance, le jour de la naissance, auprès de la maman, pour être placés dans des pensionnats, et qui ont subi les pires atrocités. Quelqu'un comme Wayne, comme vous le voyez, à 7 ans, il a eu sa première tentative de suicide, 17 tentatives de suicide avant ses 17 ans, qui aujourd'hui est redevenu homme médecine. Vous le voyez, vous ne pouvez pas vous douter qu'il est passé par autant d'atrocités. Donc je ne vous le dirai pas s'il n'y avait pas une bonne suite quand même au livre, je vous spoil un peu le livre. Mais comment est-ce qu'il est arrivé? Et il raconte dans son livre, c'est qu'on lui a un jour posé la question, comme là, l'écoute, que t'est-il arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce jour-là, il a arrêté d'être un numéro. Il a arrêté d'être un problème, d'être un dossier de plus d'un enfant à placer. Il a été écouté. Il a été un être humain. Il a été une personne à part entière, dans l'écoute.
Et lui-même, il ne savait rien de ses origines ancestrales. Il se faisait tabasser dans les cours de récré parce qu'il avait une tête d'Indien, mais il n'était pas plus indien, il n'avait aucune connaissance des huttes de sudation. C'était... Et quand il a une vingtaine d'années, c'est comme ça qu'il s'en est sorti, quelqu'un est arrivé, il lui a dit que t'est-il arrivé? Et petit à petit, il l'a amené à se reconnecter en lui. Lui qui tous les soirs regardait la lune en disant mais est-ce qu'il n'y a pas une autre vie possible? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Est-ce que j'ai pas une maman quelque part? J'aimerais faire partie de ce monde à l'extérieur. Il avait déjà presque, voilà, culturellement parlant, mais en lui, cette poésie dont on a vu des mots, la chanson, il jouait de la musique. Et l'art-thérapie, on l'a vu aussi dedans, il y a tous les éléments, faisait partie des éléments de création et d'imaginaire pour se dire est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'autre pour me relier? Donc en se reconnectant à lui, à la nature, et il fait aujourd'hui partie de l'équipe, voir comment Wayne peut amener aussi des éléments de réponse avec les éléments, une tradition de médecine qu'on a pu un peu oublier, se reconnecter aux éléments, se reconnecter à soi. Conclusion? Il y a beaucoup de remarques après, questions. Ok, alors j'arrête là. Donc, en conclusion, j'aimerais revenir, parce que là, bon, je peux partir et je pourrais rester des heures à vous parler de cette approche d'échange de savoir, comment les savoirs ancestraux peuvent être challengés par les savoirs modernes, comment on peut combiner, non pas remplacer, mais articuler dans une conversation, un échange de pratiques autour d'un cercle. Donc partir du fait qu'il y a des données scientifiques, une crise qui arrive et on le sait. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, on sait que ça va se rajouter, que la réponse doit être multiniveau. Donc comment est-ce qu'on peut promouvoir, nous, en écologie, les valeurs du soin? C'est vraiment la question que je retourne. Avec un rôle pour l'éducation, pour les formations, comment est-ce qu'on peut ensemble apprendre à se soigner et à soigner des enseignants formateurs, donc encore plus large aussi, pour les enfants et pour les autres, en imaginant un imaginaire coopératif. Et de fait, la question devient en fait, dis-moi comment tu soignes la Terre. Voilà. Et puis je te dirai dans quel soin tu te situes quelque part. Donc comment réfléchir ensemble à comment soigner nous-mêmes et soigner la Terre en étant jusqu'au bout, si on le veut, centré sur nous, mais dans une approche de recevoir pour rendre à la Terre ce qu'elle peut nous donner, dans une approche intégrée du soin. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci, professeur Swatton. Je vais vous inviter à me rejoindre, si vous voulez bien. Merci. Alors déjà, un grand merci d'avoir accepté. Allez-y, je vous en prie, mettez-vous à l'aise, on est entre amis en fait. Et un grand merci d'avoir accepté l'invitation de l'AIRE pour aujourd'hui. Alors moi déjà ça m'a touchée parce que comme je me suis présentée tout à l'heure en disant que je dirigeais une école en travail social, on est en train de retravailler sur notre projet associatif et notamment sur le prendre soin de nos étudiants, sur la manière d'enseigner et encore plus aussi au niveau de notre gouvernance. J'ai aussi j'étais aussi assez contente quand vous avez parlé des expériences de mort imminente. J'ai regardé dernièrement quelques informations sur aussi ce qu'on appelle les vécus subjectifs de contact avec les défunts notamment, qui est actuellement l'idée d'un traitement scientifique sur des données en fait. On n'est pas en train de dire voilà ça existe pas, qu'est-ce qui se passe pas, si j'ai bien compris. Mais on est sur des traitements de données scientifiques parce que ça se passe. Les expériences, les EMI, les VSD, ça se passe, il se passe des choses. Donc comment on peut traiter ça? Vous avez parlé de... Et après si vous voulez bien, je demanderai à Barbara et Cathy de passer dans la salle. Elles sont là. Si vous avez des questions, donc dans 1 ou 2 minutes, elles pourront prendre vos questions. Je vous laisse voir. Vous avez parlé de la crise en chinois qui voulait dire opportunité. Vous pouvez nous en dire juste un petit mot en plus, parce que moi j'avais lu le livre de Naomi Klein sur la théorie du choc et je voulais savoir si ça se rapproche un tout petit peu sur cela. Et aussi une remarque, avant de vous entendre, je pensais que le care était souvent perçu comme une relation interpersonnelle en fait, et je m'aperçois que tout est lié. Prenez un micro, je vous en prie. Oui, donc la notion de crise, effectivement, signifie également une opportunité donc, de changer. Et c'est un petit peu les parallèles qu'on peut faire dans les approches ancestrales des savoirs sur la maladie. C'est de dire, on envoie un message, donc il y a une crise, il y a un Covid par exemple, une Covid d'ailleurs. Est-ce qu'on reçoit le message ou pas ?
Ou est-ce qu'on va avoir des répliques de tsunami? Vous voyez, c'est tant qu'on n'a pas compris qu'il n'est pas traité, il va revenir. Donc c'est une manière de pouvoir aussi appréhender la maladie de manière chronique. C'est qu'est-ce qu'on dit, qu'on n'entend pas, qu'on ne veut pas voir. Donc une reconnexion à une écologie aussi des sens, une écoute intérieure. Bon, je pourrais repartir encore là-dessus, mais ça va. Je vous dis, les philosophes, c'est l'horreur, ça va rouvrir en reposant une question. Donc je vais essayer de fermer la question. Donc oui, la crise signifie aussi opportunité de changement. Et sur les morts, il y a les très beaux travaux de Vinciane Després, très intéressants, très référencés sur le dialogue avec les défunts. Et en Suisse, c'est beaucoup plus ouvert. Vous avez depuis 3 ans des liens avec la médecine de l'invisible, visible et invisible, où les thérapeutes, des médecins, des psychologues, des gens pratiquants établis en cabinet, sont notre carte de visite, s'ils ont aussi d'autres aptitudes, comme dans des savoirs ancestraux, dans d'autres peuples, je pense à l'Indonésie, je connais mieux, où on peut avoir des gens avec un accès à une sensibilité, mais qui sont enseignants ou sont médecins. Donc c'est de mettre aussi cette... on a parlé d'émotion avec les enfants, cette sensibilité au service d'une approche à la fois du care intergénérationnel, mais en soi, pour mieux servir la relation, en fait, et pas séparer les deux cerveaux. C'est se dire on peut s'enrichir d'une interprétation subjective, ce que la science a souvent écarté, dans une approche que j'aime beaucoup, moi, de philosophie incarnée, en fait, de sagesse pratique au sens socratique, d'aider les personnes à accoucher d'elles-mêmes, en fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, je ne vois pas bien, mais Barbara, Cathy, je vous vois là-bas, oui. Donc, n'hésitez pas. Ici? En bas? Ah oui, sur le tableau. Alors, comment, dans un monde individualiste, vous lisez, une terre polluée, une société malade, peut-on accompagner une personne malade? Autrement dit, comment un malade peut soigner un malade? Une autre question. Merci au professeur Swatton pour son intervention très riche et parlante. Est-ce que l'écologie du soin ne passerait pas aussi par le soin des soignants, leur propre reconnexion pour pouvoir donner du soin en retour à l'autre? Professeur? Alors, je commence par la deuxième. D'accord. Donc on la rappelle, hein. Comment dans un monde individualiste, une terre polluée, une société malade, peut-on accompagner une personne malade? Autrement dit, comment un malade peut soigner un malade? Alors pour répondre à elle, je réponds à la première. Alors oui, les deux questions sont liées. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est la résilience. Le terme, peut-être aussi un peu galvaudé, mais pas tant que ça, de le redécouvrir. Je pense aux travaux de l'anthropologue Arturo Escobar, que j'apprécie beaucoup, qui va utiliser le terme de design en anthropologie pour y mettre le sens qu'il souhaite le voir. Et alors, on peut faire pareil avec des termes. Donc, oui, l'écologie d'abord, est-ce qu'elle passerait pas par le soin des soignants? C'est fondamental. Vous imaginez, moi, je ne veux pas parler à la place de personne, je ne parle qu'à la mienne, d'où les malades pour les malades. Parce que je pense que j'ai beaucoup plus de pertinence si je parle d'économie en m'étant frottée avec des problèmes de financement, etc., que si je fais un cours sur ce qu'il faudrait ou il ne faudrait pas faire des autres de mon point de vue de fonctionnaire qui n'a jamais eu un budget à gérer. On est d'accord. Donc, enfin, je suis d'accord avec moi-même là-dessus. Donc, par rapport, c'est déjà pas mal, j'essaie d'être en reconnexion. Donc, en tant qu'enseignante, je sais que si j'arrive avec un mauvais état d'esprit, que je suis énervée, que selon les étudiants qui me posent une question, il y en a qui m'exaspèrent ou pas, la réponse que je vais donner ne va pas être top. Si j'ai déjà traité le sujet ou si je ne l'ai pas traité, je vais être plus ou moins légitime. Ça va se ressentir. Donc je trouve important de pouvoir incarner aussi des sujets, des voies, des explorations qu'on a pu faire. Je ne sais pas si les psychiatres ont déjà testé tous les médicaments qu'ils donnent. Je ne sais pas. C'est une boutade. Est-ce que vous les prendriez? Voilà. Est-ce que je vais donner des choses simples, des choses très sensées? J'ai grandi aussi dans le sud de la France. Ça m'a étonnée de voir des poissons que j'avais commandés en les ouvrant. Il y avait du plastique dedans. Je ne suis pas sûre d'avoir très envie de le manger. Vous voyez, est-ce qu'on a envie de boire une eau polluée? Pas forcément. Donc, évidemment que pour pouvoir illustrer
des soins et incarner une manière de soigner, il est fondamental que le soignant passe lui-même par cette reconnexion. Sinon, il peut faire des projections, c'est bien connu. Enfin, c'est ce qu'on lit, en tout cas dans la littérature, quoi, de dire qu'est-ce que je projette, je suis dans une situation difficile, qu'est-ce que je peux amener à l'autre, et peut-être que la personne, elle va partir encore plus mal que ce qu'elle était avant. Donc, il me semble fondamental d'être au clair là-dessus. Ce qui me permet de répondre à la deuxième question, oui, un malade peut soigner un malade parce qu'il a l'expertise de la maladie. Donc, à partir du moment, alors je sais que c'est révolutionnaire dans la manière de faire, mais imaginons un étudiant qui a passé une année, la première année de médecine ou une autre, il est passé par là. Donc il va pouvoir dire à l'autre, t'inquiète, cette prof, ça va, lui non, la machin, fais gaffe. Il a l'expérience qu'on n'apprend pas dans les livres. D'où le parallèle aux savoirs ancestraux. Il y a des choses qu'on ne trouvera jamais dans les livres. Être une bonne enseignante, la première année où j'étais enseignante, mais j'ai jamais été aussi nulle. Je suis partie aux toilettes, j'ai vu une salle comme la vôtre, je suis partie, je me suis attaque de panique, je ne vais pas y arriver. Et personne n'apprend. Vous allez avoir 3 cours de prise de parole en public. Mais il faut s'y frotter, faire des années pour qu'après ça aille. Donc il y a cette valeur de l'expérience, de la tradition orale, de quelque chose de ritualisé qui n'est plus transmis non plus dans la société, qui serait important de valoriser. À mon sens, c'est fondamental et ce sont les points communs qu'on retrouve, notamment dans des réserves d'Indiens, où les personnes ont perdu leur connexion. Ça leur parle chinois. Ils ne savent pas de quoi on leur parle. On dit, tu es un Indien, connecte-toi. On leur sort des plumes. Ils disent, mais vous êtes malade ou quoi? Quoi cette plume? Qu'est-ce que tu veux que je foute d'une plume? On en est là. Donc, une représentation archaïque de notre propre image qu'il s'agit de redécouvrir pour que les gens se reconnectent à soi. Je pense qu'on va... Il est 15h03. On vous retrouve de toute façon à la table ronde, où là, on aura peut-être un petit peu plus de temps. Je vois qu'il y avait encore une question, si on peut peut-être la garder pour tout à l'heure. Et je vous remercie beaucoup pour votre intervention.